Ok, vous n'avez certainement pas encore vu cette interview. Je pense qu'il est très important d'écouter ce que M. Traoré a dit ici dans cette interview. Suivant. Alors, bonjour et merci. Donc, nous sommes là, ici en Russie, donc, pour la commémoration du 80e anniversaire, donc, de la victoire sur le nazisme. Et comme vous l'avez dit hier, on a assisté, donc, à la cérémonie, une parade et, donc, une cérémonie aussi de dépôt de gerbes, donc, sur la tombe de soldats inconnus. Je pense que c'est très symbolique. Nous avons appris beaucoup de choses au cours, donc, de ce séjour. Ce n'était pas uniquement une fête, mais c'est une célébration de la victoire d'un nouveau monde. Donc, ça a beaucoup de sens pour nous. Mais la qualité du défilé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est comme je le dis, c'était parfait. Parfait, et ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et quand on fait défiler les engins qui ont gagné la guerre, c'est-à-dire les T-34 jusqu'aux engins modernes, ça nous montre l'évolution donc technologique de l'armée russe. Vous allez remarquer que M. Traoré est un étudiant permanent. Il est toujours en train d'étudier, toujours en train d'apprendre. Merveilleux. Et ça nous inspire, nous aussi, à nous mettre au travail pour pouvoir nous développer dans le même sens. Est-ce qu'il y avait certaines choses qui vous ont surpris, par exemple? Surpris, toujours, on est toujours surpris quand on voit l'avancée technologique. Et dernièrement, je pense qu'il y a une nouvelle arme qui a fait son apparition dans l'arsenal militaire russe, Oreshnik, qui donc nous avons pu voir passer. Et je pense que ça, c'est très significatif. Il a aussi une forte obsession sur le développement en termes militaires. L'apprentissage, l'amélioration, c'est merveilleux. Au fait, l'obsession est géniale, extraordinaire dans quoi que ce soit. Il faut être obsédé de cette chose. Il n'y a pas d'autre formule. Si vous n'avez pas d'obsession dans ce que vous faites, vous serez moins que la moyenne, si pas la moyenne. Quelle est la signification de votre présence en tant que chef d'État africain? Car on sait bien que, eh bien, les Africains ont apporté leur contribution à la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, c'est comme je l'ai dit, les Africains et les soldats donc soviétiques ont contribué beaucoup à libérer le monde du nazisme. Et si le monde n'était pas libéré du nazisme, on ne sait pas ce que ça allait devenir. Et en suivant donc les événements, j'ai vu que la Russie, elle seule, a perdu 1 million de soldats sur le sol européen en combattant. L'Afrique aussi a donné, nos ancêtres ont beaucoup combattu sur le théâtre européen, principalement en France, en Belgique, en Italie, pour libérer le monde du nazisme. Malheureusement, on ne reconnaît plus les 1 million de militaires russes qui ont perdu la vie dans cette guerre. Donc c'est une histoire commune que nous partageons. Comment s'est déroulée la rencontre avec le président russe? Alors, pour l'instant, nous avons eu des rencontres brèves et dans quelques temps, nous allons avoir un long entretien. Et ça se passe très bien et vraiment c'est très courtois, c'est amical, c'est fraternel et c'est tout ce qu'on demande donc en matière donc de nouvelles coopérations dans ce monde. C'est très courtois, c'est amical. On ressent une chose là, c'est quoi? On a marre du paternalisme. On a marre d'avoir une personne qui se sente au-dessus de nous pour nous parler d'une certaine façon bien précise, selon son concept lui de vie. On a besoin d'une personne avec qui on peut discuter, coopérer dans le respect, sans vraiment le dire. Mais comment décririez-vous l'état actuel des relations bilatérales? Les relations se portent très bien et je peux dire que depuis 2 ans maintenant, les relations ont très bien commencé et nous sommes en train d'approfondir les volets défense-sécurité, mais aussi les volets éducation et plus tard les volets commercial et trucs. Donc nous avons échelonné les différents volets pour qu'on puisse échanger beaucoup, partager beaucoup d'expériences parce que nous avons beaucoup aussi à apprendre sur le volet éducation de la Russie, notamment dans les sciences. Notamment dans les sciences, mais dans quel domaine en particulier? Oui, il y a beaucoup de domaines dans les sciences, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie. Ce sont des domaines qui nous intéressent beaucoup, tant sur le développement de notre industrie militaire, mais aussi... Remarquez que M. Traoré n'est pas parti en vacances. Ok, il n'est pas simplement parti de se trimballer, marcher, entrer dans les hôtels et sortir. Il est parti pour apprendre. Il parle d'apprentissage, constamment d'apprentissage. Dans le développement commercial de notre pays, le développement économique de notre pays. Donc ce sont des volets que nous allons chercher donc à approfondir pour pouvoir mieux nous structurer. Et pensez-vous qu'il y ait une demande au Burkina pour l'enseignement russe? Bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants burkinabés déjà ici en Russie, dans des universités. J'en ai croisé ce matin même. Et j'ai même demandé à ce qu'on augmente le nombre d'étudiants ici, que ce soit à travers des bourses russes ou le Burkina qui va donc payer des bourses pour que ces étudiants viennent. Mais l'objectif pour nous, c'est d'implanter des universités similaires au Burkina. Et comme il y a déjà la maison de la Russie,
ça va nous permettre d'aller très vite. D'ailleurs, vous venez de le rappeler, aujourd'hui, vous avez visité l'université russe. Comment s'est déroulée cette visite? Ça s'est très bien déroulé. J'ai eu des échanges fructueux avec le ministre de l'Éducation de la Russie, avec les recteurs et les étudiants, et surtout les étudiants de l'AES qui étudient dans cette université. Et nous avons eu de très bons échanges et on s'est parlé beaucoup de manière scientifique. Voilà. Parlons un tout petit peu de l'économie. Le volume des échanges commerciaux a augmenté de 10 fois en un an. Mais de l'autre côté, ces chiffres-là ne sont pas à la hauteur du dialogue politique. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Et surtout, comment booster ces liens dans le domaine du commerce? Mais il faut aussi savoir que l'ambassade de l'URSS à l'époque avait fermé à la fin de l'Union soviétique. Le Burkina Faso n'en avait plus, certains autres pays africains aussi. Et quand il n'y a pas d'ambassade, naturellement, il n'y a pas beaucoup d'économie, il n'y a pas beaucoup de transferts, il n'y a pas de coopération en termes d'argent. Mais récemment, évidemment, la Russie a ouvert ses ambassades dans plusieurs endroits en Afrique. Écoutons. En fait. Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle relation qui commence. Vous savez qu'avec la Russie, depuis les années... Pourquoi nouvelle, excusez-moi? Oui, ça recommence, puisqu'il y avait, depuis les années après la mort malheureusement de Sankara, les relations avec la Russie se sont beaucoup estompées. Et là, nous sommes en train de réveiller les relations. L'ambassade s'est installée et les relations commerciales sont aussi au cœur des échanges. Quand je prends, il y a un certain nombre de produits, par exemple burkinabés, qui transitaient par certains pays européens avant d'être vendus en Russie. Aujourd'hui, ces produits sont directement vendus à travers donc, des opérateurs burkinabés et des opérateurs russes. Je parle notamment, quand on prend l'exemple des mangues, les mangues transitaient par des pays européens pour être vendus en Russie. Aujourd'hui, ça se passe directement. Il y a le coton qui va suivre, il y a beaucoup d'autres produits, le sésame et bien d'autres produits agricoles que nous pourrons échanger directement avec la Russie. Donc, ça ne fait que commencer, ça va s'accroître. Tout à fait. En fait, les prévisions économiques indiquent une croissance de 5,6% en 2025. Alors, quels sont les secteurs clés qui soutiennent cette croissance? Alors, il faut dire que jusqu'aujourd'hui au Burkina Faso, c'est l'or qui est le premier produit d'exportation. Mais nous avons lancé le moteur de l'agriculture pour d'abord l'autosuffisance, mais aussi pour le commerce extérieur, l'exportation. Et si vous suivez bien, depuis l'année passée, nous avons lancé l'offensive agricole avec une initiative qui soutient l'offensive. L'objectif, c'est de pouvoir accroître notre production agricole de façon significative, s'autosuffire, mais aussi il y a des produits de rente qu'il faille donc vendre à l'extérieur. Et tout ça doit pouvoir soutenir cette croissance et nous espérons être bien au-dessus de ces chiffres-là. Mais comment se déroulent ces réformes en fait? Il y a beaucoup de choses, ce sont des réformes difficiles. Faut le reconnaître parce qu'il y a un système qui s'est installé, mais c'est pas impossible. Déjà, quand vous regardez notre production céréalière, on a eu une très bonne croissance en 2024. 2025, nous espérons encore faire mieux. Et ce sont des réformes assez courageuses. Quand vous prenez, par exemple, je reste toujours dans l'agriculture, nous avons, par exemple, décidé, à travers l'initiative de l'offensive, de labourer gratuitement les champs de nos paysans. Donc, l'année passée, on l'a fait. Cette année encore, s'il plaît à Dieu au retour, il y a un bon nombre de tracteurs encore qu'on a acquis, qu'on va mettre à la disposition des cellules mécanisées dans les différents départements pour accroître les superficies emblavées. Nous maximisons beaucoup dans la gestion de l'eau, à travers donc une structure qu'on a créée, l'ONBA, pour maîtriser l'eau et pouvoir produire au moins 2-3 fois dans l'année. Parce que si on dépend uniquement des pluies, ça serait difficile. Donc, il y a ce secteur, le secteur minier aussi, que nous allons continuer de booster pour que le pays lui-même exploite ses propres ressources. Donc, nous avons commencé à acquérir des mines. Il y a beaucoup de permis qui sont là, que nous sommes en train de développer. Nos ingénieurs ont pu développer les machines nécessaires pour qu'on puisse exploiter nous-mêmes nos ressources. Donc, si on met à profit ces deux secteurs. Monsieur Traoré parle de nos ingénieurs sont en train de développer. Nous voulons commencer. Nous avons les éléments nécessaires. Nous avons les matériels. L'objectif, c'est l'autosuffisance. Le Burkina Faso n'a pas besoin de signer de contrat avec des Chinois ou avec un Israélien ou avec je sais pas qui là pour venir exploiter. Ils veulent faire ça pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que monsieur Traoré n'est pas là pour des objectifs personnels. Son objectif, ce n'est pas s'enrichir. L'objectif de cet homme, ce n'est pas de s'enrichir ou enrichir sa famille. L'objectif de cet homme, ce n'est pas de prendre en otage tout ce qu'il y a comme commerce, business, toute activité commerciale, la nourriture, les routes, les voitures, les constructions. C'est pas ça. Il veut pas monopoliser tout ça pour son ventre. Parce qu'il comprend que dans un ventre, on peut que mettre assez. Je sais pas comment.
et complété avec l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de nos produits sur place, qui va nous empêcher d'exporter brut. Ça va beaucoup nous amener à entraîner en tout cas une très bonne croissance. Donc ce sont ces réformes qui sont en cours, l'agriculture, l'industrie et voilà, et beaucoup de secteurs. Pensez-vous que la Russie puisse apporter son soutien pour la mise en place de ces réformes? Bien sûr, bien sûr. Beaucoup de soutien et rien que la formation technique et professionnelle, c'est déjà une très bonne chose. Si nous payons des industries, il faut bien des gens qui vont les entretenir et les faire marcher. Et la Russie nous aide dans ce volet. C'est pourquoi je dis que nous avons une très bonne coopération avec le ministère de l'Éducation. Ils vont nous permettre de former des techniciens, des ingénieurs qui doivent pouvoir entretenir tout ce que nous faisons, mais créer nous-mêmes nos propres unités industrielles. Donc ça, c'est très important pour nous. Et dans le commerce aussi, comme je l'ai dit tout de suite, avec la Russie, ça se passe très bien. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas approfondir tout ça. Parlons un tout petit peu de la sécurité. Quelle est la situation sécuritaire actuellement dans votre pays et d'ailleurs dans la région? Oui, dans la région, comme vous savez, la situation sécuritaire, en tout cas, nous essayons d'évoluer sur les champs de bataille. Ça, c'est la première des choses parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Sur les champs de bataille, il y a de l'évolution. Si on prend de 2023 aujourd'hui, nous avons pu récupérer beaucoup de zones que nous avons pu pacifier. N'empêche que l'ennemi se renforce aussi. Il y a beaucoup de combattants étrangers qui rejoignent le rang des terroristes. Wow. Est-ce que vous pouvez préciser, vous parlez de quoi? Oui, les terroristes, ils sont renforcés par beaucoup de combattants étrangers. Combattants étrangers qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas en fait, quand je prends le cas de Burkina, il y a beaucoup de criminels qui sont au Burkina, mais qui ne sont pas burkinabés. Wow. Il y a aussi des formateurs qui viennent de beaucoup de pays. Qui les envoie? Pour les apprendre beaucoup de techniques. Mais quel est leur intérêt? Mais ce n'est pas du terrorisme en fait, c'est de l'impérialisme. L'objectif pour eux, c'est de nous maintenir dans une guerre permanente, qu'on ne puisse pas se développer et continuer à piller nos richesses. Et donc, ils ont tout intérêt à amener des spécialistes dans les mines pour poser divers types de mines, des spécialistes en explosifs. Aujourd'hui, les terroristes utilisent des drones pour faire le combat et tout. Donc, ce sont des professionnels venus donc, de certains pays qui viennent nous apprendre tout ça. Tout ça, c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Y a-t-il des pays concrets qui financent ces combattants? Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Voilà, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer voilà, individuellement. Il y en a qui sont même cachés, qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont nombreux. Qui sont ces pays? Il y a ceux qui ne sont pas cachés, qui le déclarent ouvertement. Je parle du récent scandale avec le soutien du terrorisme au Mali. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé en fait au Mali? Oui, c'est malheureux, ils l'ont déclaré ouvertement, qu'ils soutiennent les terroristes. Et nous avons aussi pu remarquer effectivement, avec un certain nombre de technologies que les terroristes ont pu avoir, que ça vient d'eux. C'est malheureux, c'est très malheureux, mais toujours est-il qu'on ne s'apitoie pas sur notre sort. Et nous avons pris la mesure de la chose, nous allons nous adapter, nous allons les combattre et ils ne pourront pas vaincre. C'est ça le plus important. Waouh! On ne s'apitoie pas sur notre sort. Nous allons les combattre, nous allons vaincre. On ne s'apitoie pas sur notre sort. Nous allons les combattre, nous allons vaincre. Il ne dit pas qu'il les envoie des... Ah, regardez, M. Traoré a dit, il y a des combattants étrangers qui combattent contre le gouvernement. Ils sont formés par des combattants étrangers. Ils sont armés par des combattants étrangers. Ils reçoivent l'intelligence, le renseignement, les drones par des combattants étrangers et par des pays étrangers qui sont connus. Mais il dit, nous combattrons et nous vaincrons. Il ne s'apitoie pas sur son sort. Il n'est pas en train de dire, oh non, vous voyez, ils sont soutenus par les tels. Oh non, vous voyez, ce n'est pas eux. Il dit, nous combattrons. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a la guerre. Dans le cœur, il y a le guerrier. Vous savez, porter un tenue militaire et avoir un guerrier à l'intérieur, c'est deux choses complètement différentes. Porter un tenue militaire, n'importe qui peut mettre un tenue militaire. N'importe qui. Les rebelles, les voyous, les brigands, tout le monde met des tenues militaires. Mais la guerre, le guerrier à l'intérieur, il en faut beaucoup pour atteindre ce niveau. Les gens ne sont pas égaux. Certains s'apitoient sur leur sort, d'autres combattront et vaincront. Comment se poursuit la coopération humanitaire entre le Burkina Faso et la Russie? Ça se poursuit très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges sur beaucoup de volets. Quand je prends le domaine donc de la santé, parce qu'on a toujours des déplacés qui sont là. Et quand on dit un camp de déplacés, ça veut dire qu'il y a des situations sanitaires souvent compliquées. Et je pense que les services de santé coopèrent bien pour pouvoir appuyer donc les services de l'action humanitaire.
pour pouvoir avancer. Et vous avez suivi en 2023, je pense que la Russie a fait un don de blé au Burkina Faso. C'était uniquement donc destiné donc aux personnes déplacées, mais nous avons fait la promesse au président Poutine que nous ne souhaitons plus être ravitaillés en blé parce que nous allons produire le blé. Et je tiens cette promesse parce que nous avons commencé à produire notre blé en quantité pour satisfaire. Donc ce qui veut dire que la coopération sur ce volet-là nous amène nous-mêmes à nous développer, à booster beaucoup de choses pour pouvoir combler les vides. Face aux tensions géopolitiques actuelles, notamment la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine, comment le Burkina Faso adapte-t-il sa stratégie économique et diplomatique? Alors, ce monde est en perpétuelle mutation. C'est de la folie, souvent, les choses qu'on voit. Et il faut rester aux aguets et pouvoir s'adapter à tout moment. Et ça, c'est très important parce que nous suivons l'actualité. Il y a une bataille économique un peu partout. Mais a priori, nous commerçons avec la Chine sans problème. Nous achetons beaucoup de choses de la Chine et les Chinois aussi achètent beaucoup de choses chez nous. Il y a des entreprises chinoises qui s'installent chez nous, malgré le fait que les gens ont essayé de dénigrer le Burkina Faso. C'est pareil avec la Russie actuellement. Donc, tous les pays qui se battent aujourd'hui pour leur indépendance économique, nous essayons de collaborer mieux avec ces pays. Parce que c'est une forme d'oppression de l'impérialisme. Il y a lieu que ceux qui sont opprimés s'unissent pour faire face à cette hégémonie-là. Donc, a priori, on s'adapte à toute cette situation. Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur la récente détérioration des relations avec l'Algérie? Alors, vous avez suivi les événements et je pense que tout le monde comprend comment ça fonctionne. Et nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière donc algérienne avec le drone qu'ils ont abattu. Et il faut le dire clairement, c'est pas amical. C'est pas amical parce que aucun appareil, on n'abat pas un appareil volant comme ça. Intéressant. Lorsque tout le monde connaît le protocole. Ok. Donc il n'y a pas à se voiler la face. Si un appareil traverse votre frontière, même s'il rentre sur votre pays, on l'identifie. Les radars permettent de l'identifier. Ok, donc il y a des protocoles qu'on peut suivre. Ok, il n'est pas essentiel d'abattre. On peut carrément faire quelque chose de différent. Et on sait, il appartient à quel pays. Et il y a les relations diplomatiques pour ça. On contacte l'ambassade et il y a des attachés de défense, il y a beaucoup de mécanismes. On les contacte et ils peuvent confirmer si c'est leur appareil ou pas. Voilà. S'il est sur le territoire par, voilà. Peut-être qu'il a besoin d'aide ou bien il a perdu, l'orientation et tout ça. Parce qu'un appareil peut être en l'air, il peut avoir des problèmes avec la météo. Il est obligé de se cacher derrière les nuages. Ça arrive très souvent dans nos pays. Donc, un appareil rentre, on les demande, ils disent non. Il y a beaucoup de couvertures nuageuses, mais il y a en tout cas un phénomène météorologique qui l'amène à venir passer. Il peut avoir un problème technique. Il peut demander de l'aide pour qu'on les guide à ce qu'il atterrisse. Donc, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'un appareil se retrouve dans un espace aérien. C'est un peu comme quand on était des enfants. Vous jouez au football, vous tirez, la balle tombe dans l'enclos du voisin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choix. Soit le voisin va confisquer la balle, soit le voisin vous le rend. Quand est-ce que le voisin vous rend la balle? C'est quand vous avez des bonnes correspondances. C'est quand vous êtes bien. C'est quand vos parents et les parents du voisin ou le voisin sont en bon terme. On vous rend la balle. Prends, va jouer. Mais quand vous tirez, ça tombe là-bas, on confisque. Généralement, c'est parce que les parents ne sont pas en bon terme. Quand vous tirez, on trouve la balle. Généralement, c'est parce que il y a des contentions entre eux. Continuons. On n'abat pas un appareil systématiquement. Le cas est arrivé avec nous. On a souvent vu un appareil américain qui est rentré sur notre territoire, qui faisait donc des reconnaissances et tout. On n'a pas abattu l'appareil. On a pris le soin de contacter l'ambassade américaine, qui ont pris quelques minutes, ils nous ont confirmé que c'est leur appareil et ils ont dégagé l'espace. Donc, on n'abat pas un appareil systématiquement. Donc, c'est un acte délibéré, inamical d'abattre l'appareil et c'est regrettable. Mais si je comprends bien, vous ne fermez pas la porte au dialogue quand même. Non. Il faut que les dirigeants comprennent que nous n'avons pas le choix que de nous unir face à cette situation de soi-disant terrorisme. Parce que c'est un phénomène assez complexe. Et je vous dis que le Burkina était assis dans les années 2012 à regarder le Mali. Et on était, le régime qui était en place était ami avec ces gens-là. Certains vivaient même à Ouagadougou. IAG a vécu à Ouagadougou. C'est la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils se sont retournés contre nous.
C'est pas des gens libres. Ils sont manipulés par les impérialistes et les ordres qu'on les donne, ils donnent à leurs criminels sur le terrain, ils le font. Donc, il faut que chacun comprenne qu'on doit s'unir pour faire face. Il n'y a pas de négociation possible avec ces gens-là. Justement, parlons de cette unité, plutôt cette intégration qui se déroule actuellement au sein de l'AES. Où en est-on actuellement? Ça se passe bien, ça évolue. Nous sommes donc dans la Confédération et comme je dis, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Voilà. Et il faut pas chercher à aller tellement vite et ne pas bien faire. Donc, nous sommes en train d'aller de manière progressive. Il y a beaucoup de structures à mettre en place. Il y a beaucoup de volets à mettre à niveau dans les 3 pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le point de vue économique, on n'est pas au même niveau. Sur le point de vue militaire, il y a beaucoup de volets. Il faut essayer d'équilibrer. Et donc, ça nécessite la mise en place de beaucoup de structures, beaucoup de rencontres. Et la libre circulation, ça nécessite un certain nombre de paramètres à mettre ensemble. Vous avez dû voir qu'on a fait un gros travail pour aboutir à un document unique de sécurité pour les voyages et tout. Donc, c'est évolutif. Donc, ça se passe très bien. Justement, j'avais une question sur le volet économique. La création de la devise propre à l'AES est-elle toujours à l'ordre du jour? Oui, c'est à l'ordre du jour, forcément. Et donc, le processus continue. Il y a beaucoup de choses, comme dirais-je, beaucoup de billes à caler avant d'y arriver. Mais c'est forcément à l'ordre du jour. Si on parle de souveraineté, forcément, on a besoin de cette souveraineté-là. Voilà, donc c'est impératif. Peut-on s'attendre à l'élargissement de l'AES? Oui, dans le futur. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, nous devons harmoniser nous-mêmes beaucoup de choses, mettre en place vraiment les bases, parce qu'il y aura beaucoup de protocoles additionnels, si vous voulez le constater, pour harmoniser nos politiques, que ce soit les politiques diplomatiques, économiques, voilà. Où est-ce qu'il dit là? Beaucoup de politiques à harmoniser. Est-ce que vous pensez à l'élargissement de l'AES? Il dit oui, il a pris une pause. Il n'a pas dit immédiatement, hein. Il a dit oui, mais dans le futur. C'est-à-dire, c'est peut-être pas une question qu'on lui pose régulièrement. Il a fallu réfléchir un tout petit peu. Je vais expliquer pourquoi. Pensez-vous pouvoir élargir l'AES? Oui, mais dans le futur. C'est-à-dire, on est encore là, on est encore jeune, c'est encore juvénile. On a besoin de temps pour se renforcer. Il faut mettre du ciment, il faut mettre la colle, il faut se raffermir, il faut imbriquer les idées, les pensées, la structure. Il faut que l'on soit fort. Si on commence à accepter des gens maintenant, les gens là vont emmener leur mentalité. Oui, les nouveaux participants voudront emmener... Non, ils seront aussi pas d'accord dans ça. Non, si le Mali, le Burkina Faso, le Niger veulent faire la droite, l'autre dira non, on part pas en droite, on va à gauche. Ça devient compliqué. Jusque-là, ça va très bien. Avant de rajouter des gens, il faudrait que ça structure, il faudrait que la fondation sèche. Parce que ça ne sera pas différent de la CEDEAO, s'il faut rajouter des gens. Ce sera la CEDEAO rénovée. Mais avant d'accepter des gens, il faudrait méticuleusement inspecter et voir l'intérêt. Il ne s'agit pas seulement de rajouter des gens. Ça sert à quoi de rajouter des gens qui ne serviront absolument à rien? C'est ça. Avant de permettre à ce que quelqu'un puisse s'ajouter. Mais y a-t-il déjà des pays qui s'intéressent à votre format? Oui, des pays s'intéressent. Voilà. Ils pourront être peut-être, je sais pas, pour l'instant, le président de la fédération, c'est le président malien. Il pourra donner son avis sur la question, mais il y a des pays qui s'intéressent, oui. Comment vous expliquez la baisse de l'influence française dans la région? Pas uniquement dans le Sahel, mais aussi dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont contribué à baisser leur influence. Parce qu'ils ont une conception paternaliste de nos relations. Et vous voyez, quand vous prenez tout de suite tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme initiative, eh bien, c'est la Russie. Et quelqu'un parle, ils sont influencés par la Russie. Donc les Noirs ne sont pas capables de réfléchir. Pourquoi ils ont les yeux fermés comme ça? Donc l'Africain n'est pas capable de développer quelque chose. L'Africain n'est pas capable d'inventer, d'innover, de prendre des initiatives. C'est ça que nous combattons. Et tant qu'ils vont continuer de voir l'Africain comme ça, comme un sous-homme qui n'est pas capable de réfléchir, qui n'est pas capable d'innover, capable d'inventer, on ne pourra jamais être amis. Les époques ont changé. Donc c'est la vision même qu'ils ont du noir. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'en nous traitant comme ça, c'est comme s'ils voient le noir comme un sous-homme. Et là, c'est dangereux. Il faut qu'ils changent de langage. Mais en quoi ça se voit?
cette attitude? Et regardez dans leurs discours. Regardez dans leurs discours. Ouais. Même le président français, toujours dans ses discours, les jeunes Africains sont influencés par la Russie. Il le dit. Les médias occidentaux, vous les écoutez souvent. Monsieur Traoré veut le respect. Le respect réciproque. Le respect, il faut le donner, le transmettre pour en recevoir. Il faut le respect. Arrêtez de nous... On veut le respect, c'est important. Ils ne passent leur temps qu'à mentir. Et regardez aujourd'hui l'AES qui est un modèle qui est en train de se dessiner. Ils ne peuvent pas se lever du matin au soir sans parler du Burkina ou parler de l'AES. C'est impossible pour eux. Et chaque fois, ils cherchent à envoyer des informations pour diviser, pour manipuler la jeunesse. Mais ça ne passe plus. Je pense que les gens sont assez conscients, les gens ont l'œil ouvert. Et vous tous, vous êtes victimes de ces gens-là, la communication. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent sur la Russie et tout, on le sait. Jusqu'aujourd'hui, il y a des jeunes Africains qui ont les yeux toujours fermés, qui croient à leurs mensonges. Le récit de la Seconde Guerre mondiale. J'écoutais la dernière fois, quelqu'un disait que à la fin de la guerre, dans les 10 années qui ont suivi, si on demandait en Europe qui a gagné la guerre, les gens disaient c'est la Russie. Yeah. Mais aujourd'hui, si vous demandez en Europe qui a gagné la guerre, ils vont dire que ce sont les Occidentaux. Par la communication, ils ont réussi à renverser l'histoire. Incroyable, la communication, incroyable. Vous savez, quand nous on grandissait, on a beaucoup regardé les films de guerre, de Vietnamiens contre les Américains, n'est-ce pas? Vous remarquerez que dans chaque film, les Vietnamiens et les Américains, les Vietnamiens étaient les mauvais, les Américains étaient les bons. Chaque film des Américains contre les Russes étaient les mauvais, les Américains étaient les bons. Hein, Commando, Rambo, tout cela, c'est ça. Mais c'est là qu'en grandissant, c'est après avoir fait l'école, c'est après les lectures, parce que voilà, qu'on découvrira plus tard qu'en effet, les Vietnamiens ne sont pas partis aux États-Unis pour commencer la guerre. Ce sont les Américains qui sont partis au Vietnam pour commencer la guerre. Et ils ont farouchement lutté parce que c'était chez eux. C'est ça le pouvoir du média, comme M. Traoré l'illustre. Et l'histoire africaine aussi, ils ont tout manigancé pour faire passer les mensonges. Et ça fait que les jeunes Africains, certains ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Certains ne savent même pas que nos grands-parents ont combattu, ont été mis à l'avant comme chair à canon. Et au retour, ils les ont tués comme des animaux. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Sortons les archives. Incroyable. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis qui continuent de communiquer pour les impérialistes. Ce qu'ils leur disent de dire, ils le font. Peut-être parce que, voilà, ils leur donnent quelque chose, je ne sais pas. Mais l'Africain doit comprendre son histoire, se réveiller. Et donc c'est notre combat aussi comme ça. Quel est le rôle des médias dans ce combat, selon vous? Médias indépendants. De chez nous, vous voulez dire? Les médias devraient beaucoup participer à nous aider. Mais vous voyez que nos médias, même, il y a certains médias qui sont des médias impérialistes. Ils ne sont assis que lorsque les médias européens, lorsqu'ils disent quelque chose, et ils reprennent. Et ils accentuent. Il y a plein de médias dans nos pays qui combattent même les régimes comme notre régime. Et ils passent leur temps aussi à raconter les mêmes balivernes que les médias occidentaux racontent. Mais c'est honteux. Si les Africains se comportent comme ça, c'est très honteux. J'imagine qu'il doit avoir honte de se regarder à la glace le soir. Si tu es payé pour raconter des mensonges sur le noir, c'est très grave. Donc, on est en train de conscientiser. Au Burkina Faso, si vous voyez, actuellement, beaucoup de médias accompagnent la dynamique, participent à conscientiser la jeunesse à travers des débats et tout. Donc, c'est ce que nous souhaitons vraiment pour les médias. Pensez-vous que notre média puisse aussi jouer son rôle dans ce combat? Bien sûr, beaucoup. Il faut jouer un rôle très important parce que, vous savez, je l'ai dit en 2023 à Saint-Pétersbourg et je le répète encore aujourd'hui, la Russie a contribué à sauver le monde. L'Afrique a contribué à sauver le monde. Et il faut le dire. Il faut que les jeunes le comprennent. Que tout ce qui se raconte dans les films Hollywood, c'est faux. Ce n'est que du mensonge. C'est la même chose. La guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on voit, l'histoire est tronquée. Mais il faut communiquer. Vous voyez, moi, ils n'aiment pas que je parle. On trouve que je parle trop et tout. Pour que je me taise, pour que eux, ils parlent et que leur version passe. Non. Moi, mon plus grand regret, c'est d'avoir passé une bonne partie de ma jeunesse à écouter des radios comme RFI, France 24. J'ai été dans des pays où ces radios étaient fermées. Mais
on prenait des applications, on enregistre leur journal pour écouter. Mais à partir d'un moment, il y a un déclic. Et je commence à comprendre qu'ils conditionnent nos cerveaux pour accepter ce qu'eux ils veulent. C'est leur narratif qu'ils veulent qu'on apprenne. Et depuis ce temps, moi, je commence à faire la part des choses et j'ai compris que c'est très dangereux ce qu'ils font. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte qu'ils ont conditionné l'esprit, surtout des Africains. Donc, vous pouvez participer beaucoup à éveiller les consciences de la jeunesse pour que les gens comprennent comment fonctionne le monde et ne pas se laisser embarquer par ces gens-là. Ma toute dernière question, juste pour conclure sur une note positive, quelles sont les perspectives des relations entre la Russie et le Burkina Faso selon vous? Beaucoup de perspectives à venir. Et comme je l'ai dit, avec la parade que j'ai vue, je pense qu'il y a une très bonne coopération. Parce que c'est bien, actuellement nous payons du matériel, mais il faut qu'on développe l'industrie militaire par exemple. Et la Russie peut contribuer beaucoup. Et vous savez que la Russie, il y a beaucoup de scientifiques, de savants qui sont russes. Voilà. La preuve, on vient de quitter dans l'université de Mendeleev. Encore une fois, M. Traoré parle d'enseignement, d'apprentissage. Il s'agit pas d'aller faire un tour à Moscou et voir combien c'est beau. Il s'agit de partir gagner quelque chose en retour pour son peuple. Il y a beaucoup dans la formation pour aussi prévaloir, parce que chez nous, nous avons des jeunes talents, des génies qui arrivent à créer des choses, mais il leur manque l'apport mathématique, la science pour pouvoir améliorer ce qu'ils font. Et donc la Russie peut nous aider beaucoup dans ce domaine. Ça va nous aider sur le volet militaire, sur le volet industriel, parce que ce sont les machines qui font marcher le monde. Et aujourd'hui, la technologie qui est là, que ce soit l'informatique et les réseaux, la télécommunication et tout, sur ce volet, la Russie est en train de beaucoup collaborer. Donc à l'avenir, toutes ces perspectives sont donc mises à l'ordre du jour pour que nous puissions donc voilà, arriver à un objectif certain que nous souhaitons. Votre Excellence, merci beaucoup pour cet échange très intéressant et très enrichissant. Je rappelle, c'était le président du Burkina Faso, le capitaine... Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce discours? L'Algérie, la Russie, la France, les étrangers qui combattent. Les États-Unis d'Amérique viennent d'offrir des véhicules blindés au Ghana, dans le but de se protéger contre les attaques terroristes au nord. Si vous regardez sur la carte, vous voyez le Ghana. Qu'est-ce qu'il y a au nord du Ghana? Le Burkina Faso. Les États-Unis et les Ghana seraient-ils en train de mijoter quelque chose contre le Burkina Faso? On va le découvrir tout de suite. Ensuite, nous irons en Namibie où un député a fait un commentaire très brûlant sur Ibrahim Traoré. Vous voyez, Traoré est devenu un héros. On va devoir le découvrir. Nous irons ensuite au Botswana, le pays de Douma Boko, pour découvrir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils disent sur Ibrahim Traoré? Et je vois des gens faire des comparaisons troublantes avec Paul Kagame, mon bon ami, Ibrahim Traoré. Les États-Unis d'Amérique viennent de faire un don des voitures blindées au Ghana. Donc quel objectif? L'objectif est très simple, c'est de protéger le Ghana contre les attaques terroristes ou potentiellement ces attaques qui probablement, de manière hypothétique, se présenteraient au nord du pays. Évidemment, si vous regardez sur la carte, vous voyez, le nord du pays, c'est bien le Burkina Faso. Comment fournir le meilleur équipement disponible aux forces armées ghanéennes? Et ces 14 véhicules blindés de transport de troupes sont le dernier exemple de cette technologie de pointe, ainsi que de la manière dont le partenariat entre le Ghana et les États-Unis renforce à la fois le Ghana et les États-Unis. Dans un monde confronté à des défis sécuritaires complexes, aucun pays ne peut agir seul, comme l'a souligné le général Bitani l'année dernière. Non, pas l'année dernière, le mois dernier. Lors du sommet africain des forces terrestres, les défis sécuritaires sont tout simplement trop complexes pour que des acteurs isolés puissent agir seuls. Et c'est pourquoi il est si important que le Ghana soit un exportateur de paix. Chaque fois qu'on a besoin d'eux, les forces armées ghanéennes répondent à l'appel. Opération de maintien de la paix, sécurité des frontières, réponse aux catastrophes nationales. Les GAF sont toujours prêtes à relever le défi. Les femmes et les hommes en service au Ghana ont prouvé à maintes reprises qu'ils sont prêts à servir avec honneur et distinction. Et je suis heureux que cet équipement contribue à la poursuite de ce service. Et comme nous le savons tous, le rapport américain et le Burkina Faso, en tout cas à travers le général Langlais de l'Africom, ne sont pas tout à fait au beau port. Alors, il y a d'ailleurs une vidéo que je veux devoir vous présenter où Monsieur Langlais
a rejeté le discours récent sur Ibrahim Traoré. Alors la question qui se pose est celle-ci. Le Ghana serait-il en train de mijoter quelque chose avec les Américains pour détruire la stabilité au Burkina Faso? On va le découvrir tout de suite. Les États-Unis ont fait un don de 6 millions de dollars de véhicules blindés pour renforcer la capacité de défense du Ghana. Le gouvernement américain a fait un don de 15 véhicules blindés de transport de troupes, appelés encore VTB, résistants aux mines et aux embuscades d'une valeur de plus de 6 millions de dollars. Donc 14 blindés vient d'être offert au Ghana, estimé à 6 millions de dollars. Il dit que cette opération devrait renforcer considérablement les opérations de lutte contre le terrorisme et de sécurité aux frontières du pays. Cette occasion n'est pas seulement un symbole du partenariat durable entre nos deux pays. C'est aussi une expression concrète de notre engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité au Ghana et dans toute la sous-région ouest africaine. Votre Excellence, ce don généreux contribuera grandement à renforcer la préparation opérationnelle des forces armées ghanéennes. Ces véhicules hautement performants, résistants aux mines et protégés contre les embuscades, renforceront véritablement la protection, la mobilité et l'efficacité lors des opérations de lutte contre le terrorisme et des efforts de sécurité intérieure, y compris la lutte contre l'exploitation minière illégale. Ils ne sont pas seulement des atouts pour la défense nationale, mais aussi des instruments de paix régionale et de solidarité mondiale. Au fil des années, les États-Unis sont restés un partenaire fiable dans le processus de renforcement des capacités des forces armées ghanéennes, en fournissant des formations, une assistance technique et un soutien en équipement. La remise d'aujourd'hui constitue une nouvelle étape importante dans notre coopération durable en matière de défense et nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre soutien. Évidemment, ici, on a parlé du Nord. Ceci est bien étonnant parce que c'est un revirement complet. Il y a quelque temps, les États-Unis avaient interdit, si pas découragé ses ressortissants de voyager au Ghana, prétextant le Ghana était un pays dangereux, où les femmes se faisaient violer, les hommes se faisaient kidnapper, les gens se faisaient tuer. N'est-ce pas bizarre? Il y a à peine quelques jours, on disait que le Ghana était un pays dangereux, et aujourd'hui, on offre au Ghana des camions de guerre pour sa protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un enjeu très important géopolitique qui se passe là. On va essayer de le savoir. La question principale que beaucoup de personnes se posent est celle-ci. Numéro 1. Le Ghana et les États-Unis seraient-ils en train de mijoter quelque chose contre le Burkina Faso? Numéro 2. Pourquoi le Ghana n'a pas refusé cette offre si le Ghana n'est pas en train de mijoter quelque chose avec les États-Unis contre le Burkina Faso? Le Ghana est un pays indépendant, souverain. Numéro 3, pourquoi le Ghana a accepté? On va essayer de le découvrir. Numéro 4, quel est l'objectif des Américains en offrant ces blindés aux Ghanéens? Alors, avant d'entamer cette histoire, je pense qu'on va rentrer un peu en arrière. Il y a quelque temps, le Ghana a demandé le retour de sa réserve d'or protégée aux États-Unis. Parce qu'évidemment, comme on l'avait expliqué l'autre fois, beaucoup de pays gardent leur or à New York. Pourquoi? Parce que depuis après l'indépendance, les grandes institutions financières considéraient adéquat le fait de garder son or aux États-Unis d'Amérique et aussi sur le plan sécuritaire pour protéger ce qu'on a, pour éviter l'instabilité qui régnait farouchement en Afrique. Garder son or aux États-Unis était signe de crédibilité. Beaucoup de pays africains l'ont fait, il n'y a pas que le Ghana. Mais récemment, le Ghana, à travers son nouveau président, a demandé le retour, si pas entier, mais partiel de l'or ghanéen gardé aux États-Unis d'Amérique. Il a cité que c'était une forme de souveraineté que le Ghana regagnait. Quelques jours plus tard, le Ghana a voté une nouvelle loi où on a créé le Ghana Gold Board, c'est-à-dire une organisation qui gérait l'or du Ghana. Et cela insinuait que toute personnalité qui venait au Ghana pour acheter de l'or n'achèterait plus de l'or artisanal, plus chez les individuels, et qu'on serait désormais obligé de passer à travers Ghana Gold Board pour acheter l'or du Ghana. Quel était l'objectif? L'objectif était simple. Avant l'existence de cette organisation, au Ghana, beaucoup de personnes venant de partout dans le monde pouvaient partir acheter de l'or, des paysans. Évidemment, un paysan vous vend de l'or au prix qu'on lui donne. En cela faisant, beaucoup sortaient l'or du Ghana de manière illicite. Pourquoi? Pour pas payer les taxes et les formalités nécessaires requises par le gouvernement. Donc, beaucoup de personnalités étrangères, chinois, français, belges, américains, partaient au Ghana pour acheter de l'or et exfiltrer l'or du pays sans que le gouvernement n'en soit au courant.
Donc quand vous sortez l'or des gens de leur pays, sans les informer, évidemment, vous faites un maximum de bénéfices et le Ghana ne fait absolument rien. Et en créant cette organisation, le Ghana voulait garder l'argent dans le pays. Maintenant, au Ghana, pour acheter de l'or, on n'achète plus de l'or en dollars. Quand tu arrives au Ghana avec ton dollar, tu changes d'abord en Ghana Cedis pour acheter de l'or. Pourquoi on fait ça? Quand vous cherchez le Ghana Cedis, vous donnez de l'importance et de la valeur à la monnaie locale. Cela met en place le Conseil de l'or qui va rationaliser le secteur orifère du Ghana, y compris nos exportations, afin de s'assurer que le Ghana tire plus de valeur de ses exportations d'or. Le Ghana a fait ça. Numéro 1, en récapitulation, le Ghana a rappelé son or des États-Unis d'Amérique. Numéro 2, on a créé le Ghana Gold Board, à travers lequel tout individu, toute organisation souhaitant acheter de l'or au Ghana devrait passer. C'était une façon de coincer toutes les personnes qui exfiltraient de l'or. Quelques jours plus tard, les États-Unis ont dit, le Ghana est un pays dangereux, il faut pas y aller. Si vous y allez, il faut faire très attention, il faut vous signaler à l'ambassade. Paradoxalement, maintenant, les États-Unis d'Amérique offrent des camions de guerre, en tout cas des camions de protection, des véhicules blindés, 14, à hauteur de 6 millions de dollars pour renforcer l'armée ghanéenne. C'est quoi l'objectif? On sait que les Américains, généralement, ne donnent pas pour rien. Ok, il faudrait qu'il y ait un soutien géopolitique, au moins, si pas matériel ou financier. Alors, fallait-il que le Ghana accepte? Premièrement, beaucoup de personnes diraient non. Pourquoi non? Parce qu'en disant oui à l'offre des Américains, après qu'ils eurent présenté cette interdiction de voyager, ou au moins insinué que le voyage au Ghana était défavorable au gouvernement, en recevant leurs dons en termes militaires, de blindés pour combattre le terrorisme, le Ghana est en train de renforcer l'idée selon laquelle les États-Unis ont raison de dire qu'il ne faut pas partir au Ghana, il faut faire attention. Que c'est un pays en danger, ok? Puisque le Ghana a rejeté l'idée selon laquelle il y avait des gens qui étaient violés, tués et tout le bazar. Mais vous acceptez l'offre des Américains pour vous protéger contre une entité. N'est-ce pas une façon de renforcer ou de réaffirmer ce qu'ils ont présenté comme données ou théories? Exactement. Deuxièmement, ça envoie un message négatif au monde. Parce que les investisseurs, quand ils entendent que le Ghana est un pays dangereux, les Américains ont dit qu'il fallait pas y aller ou faire très attention. Et ensuite apprennent que le Ghana a accepté les autos blindés venant des États-Unis d'Amérique. Ça voudrait simplement dire que, ok, les Américains avaient raison, il faut éviter de partir au Ghana. Ça voudrait aussi dire que ça découragerait les grands investisseurs. C'est une façon, sans peut-être le savoir, de fermer sa propre porte au monde. Numéro 3, ça reflète l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire nous sommes incapables de nous protéger de ce prétendu danger que vous nous présentez, que vous avez exposé en tout cas. Pourquoi les Américains n'offrent pas aux Français des autos blindées ou machin? Pourquoi ils n'offrent pas aux Britanniques? Mais il faut offrir aux Ghanéens. Mais est-ce que les Ghanéens en ont besoin? N'ont-ils pas 6 millions de dollars pour acheter des camions quelque part? C'est une façon de dominer parce qu'on dit la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et la question est celle-ci. Les États-Unis ne donnent jamais pour rien. Si on vous a donné ça, c'est pour recevoir quoi en retour? Je vous rappelle que le Ghana est au sud du Burkina Faso. Le Ghana sera-t-il flexible à quelconque manigance contre le Burkina Faso? Eh bien, moi, je pense que non. Okay, ainsi que beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que le président actuel, contrairement au président précédent, qui n'aimait pas tout à fait le Burkina Faso. Aujourd'hui, des mercenaires russes se trouvent à notre frontière nord. Le Burkina Faso a désormais conclu un accord pour rejoindre le Mali dans l'emploi des forces Wagner là-bas. Je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été attribuée comme forme de paiement pour leur service. Le Premier ministre du Burkina Faso s'est rendu à Moscou au cours des 10 derniers jours. Et le fait qu'ils opèrent à notre frontière nord est particulièrement préoccupant pour nous au Ghana, qui pouvons vous avoir comme partenaire pour faire face à ces menaces. Il est très important que la CEDEAO et la région de l'Afrique de l'Ouest restent un espace démocratique. Il y a une raison aux mesures que nous avons prises à la suite des coups d'État au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Et la CEDEAO a été très cohérente en refusant de traiter avec ces gouvernements en raison du caractère antidémocratique de leur accession au pouvoir. Le président actuel est un président qui croit en l'idéologie de Kwame Nkrumah, basée sur le panafricanisme. En effet, pour ceux qui s'en souviennent, Ibrahim Traoré personnellement est parti dans son événement d'investiture et a beaucoup de respect pour lui. Est-ce que ça veut dire que les gens ne changent pas? Absolument pas. Mais à grande vue, ce n'est pas une personne qui manigancerait quelque chose contre Ibrahim Traoré. Maintenant, la question qui se pose,
Pourquoi le Ghana a accepté? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui disent qu'il fallait pas l'accepter. Pourquoi vous acceptez pendant que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pourquoi vous faites pas comme le Mali, le Burkina Faso, qui rejette les Français? Il faut rejeter les impérialistes et tout. Bah écoutez, il faut le faire stratégiquement. Oui, il faut faire les choses stratégiquement. Il est évident, quand les Américains vous offrent des trucs et vous refusez, ça veut dire que vous avez probablement des contentieux avec eux. Vous devenez une nation hostile aux États-Unis d'Amérique. Comment ça se fait que vous avez refusé les offres des Américains? C'est la question qu'on va se poser. Donc, de manière diplomatique et intelligente, on vous offre un truc venant des États-Unis d'Amérique, vous dites oui, oh merci, il n'y a pas de souci. Vous ne perdez rien. Mais intelligemment, il faut savoir ce qu'il faut faire. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Parce que d'ailleurs, au Burkina Faso, en 2024, en février, les États-Unis ont fait un don d'équipement de mobilité, des véhicules Toyota, Land Cruiser et motos d'une valeur de 1,67 million de dollars aux forces de sécurité burkinabées afin de lutter contre le terrorisme. Le Burkina Faso a accepté le don américain en février 2024. Ça, c'est l'année passée. Le président Traoré était déjà au pouvoir. Le ministre burkinabé délégué à la sécurité, Mahamoudou Nana, a exprimé sa gratitude pour ce soutien. Donc, les Américains ont offert des équipements au Burkina Faso. Le Burkina Faso a accepté. Ils n'ont pas dit non, gardez vos histoires. Évidemment, intelligemment, il faut savoir, vous en recevez, mais il faut savoir que c'est un jeu d'échecs. Il y a quelque temps, Ibrahim Traoré, dans un discours d'ailleurs, disait, intelligemment, que même si tu recevais un cadeau de celui qui est perçu comme ton ennemi, il n'a pas dit États-Unis d'Amérique, tu n'oublies pas qui il est. C'est dans un discours où il parlait aux militaires. Évidemment, on peut interpréter ça tel que on sait exactement où on va et il faut être assez malin. On ne veut pas d'une guerre ouverte avec ces gens. Alors pourquoi ils ont fait ça au Burkina Faso? Est-ce que c'était une façon de vouloir acheter les Burkinabés de leur objectif de se tourner vers la Russie? Une façon peut-être subtile de dire, écoutez, tout ce que vous cherchez là-bas, on peut vous en offrir ici. Le Ghana avait-il raison d'accepter? Ils doivent accepter, manifestement. Pourquoi? Parce que c'est diplomatique, c'est intelligent. De manière négative, ceci a lancé un très mauvais message. Alors la grande question, est-ce que ça veut dire que le Ghana est en train de se préparer avec les États-Unis pour manigancer quelque chose contre le Burkina Faso? Probablement pas. Cette offre ne se limite pas au Ghana parce que nous savons qu'à Cotonou, au Bénin, le 30 avril 2024, le gouvernement américain a fourni des équipements aux forces armées béninoises, dont 4 camions-citernes et des fournitures supplémentaires pour une valeur de plus de 1,8 milliard de francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis, Brian Choukan, était présent à la cérémonie aux côtés du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Fortuné Alain Nouatin. Et maintenant, nous partons en Namibie. Voilà la Namibie. Sur la carte, je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Vous avez entendu parler, certainement, il faut se le dire. Je sais que les francolâtres, généralement, ils aiment seulement le Mali, le Burkina Faso, le Niger, un peu de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, la Guinée, le Congo. C'est ça. Quand vous entendez ça, vous aimez. Mais quand c'est d'autres pays, c'est difficile. Mais pourtant, il est impératif que l'on comprenne l'Afrique dans sa globalité. Ici, en Namibie, un député a parlé de manière chaude d'Ibrahim Traoré. Suivez. Vous voyez, Traoré est devenu un héros ou même deux, mon professeur. Lui et moi, nous prendrons un café pour parler de Traoré. Mais il fait 2 bonnes choses. Il devient une icône internationale. Un jeune homme, plus jeune que beaucoup d'entre nous. Traoré a changé le prix de l'uranium. La France achetait de l'uranium au Burkina Faso pour $1 milliard américains. Chaque année. Il a empêché les Français d'acheter son uranium. Aujourd'hui, le Burkina Faso gagne 85 milliards de dollars grâce à la même ressource. Nous vendons de l'uranium ici. Nous n'avons aucune centrale nucléaire. Nous ne faisons que parler, tout est nucléaire, nucléaire. Nous faisons que vendre, vendre, vendre. Que les Chinois nous paient le meilleur prix ou non, nous ne le savons pas. Nous avons aussi peur. Et si jamais ils se retiraient de cet accord? Mais Traoré, ce jeune homme, soldat, a changé son pays. C'est pourquoi Traoré construit maintenant des usines, des centres de transformation ou de l'agro-industrie, parce qu'il a des ressources. Nous avons ces ressources. Quand on dit que certaines choses ne doivent pas être dites en public, mais prenons un café et parlons de l'avenir de notre pays. Nous ne nous écoutons pas les uns les autres. Le député a dit, la raison pour laquelle le Burkina Faso avance, c'est parce que c'est pas une démocratie. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise, haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution. Je me rappelle que la Namibie est un pays très stable depuis très très longtemps. En parlant de démocratie, il n'y a pas trop de procédures et de processus pour arriver à un fin. Monsieur Ibrahim Traoré veut faire les routes, il demande, on fait les routes. Monsieur Ibrahim Traoré veut qu'on construise des usines de production de tomates, ça se fait. On veut des hôpitaux, ça se fait. Il n'y a pas trop d'opposition, oh non on est contre tout ça, oh machin histoire. Ça avance. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la démocratie n'est pas naturellement africaine. On vous l'a imposé. Mais il a aussi mentionné la vente d'uranium au Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas connu pour être producteur d'uranium. Le Burkina Faso a beaucoup d'or, de manganèse, de zinc, de cuivre, de lithium et tout le bazar. Mais on comprend, il mélangeait avec le Niger. Mais c'est certainement à cause de l'engouement et de l'amour qu'ils ont à l'égard d'Ibrahim Traoré. Au Botswana,
président botswanais a aussi fait un discours sur Ibrahim Traoré. Très intéressant, suivez. Et je vois des gens faire des comparaisons troublantes avec Paul Kagame, mon bon ami, Ibrahim Traoré. Et ils disent que certains de ces dirigeants évoluent dans un environnement légèrement différent où leur parole est obéie instantanément, sans question. C'est un environnement différent. Ils disent que ce type n'agit pas, qu'il ne fait rien. Traoré, lui, il agit. Oui, Traoré se réveille, imagine des choses. Et le lendemain matin, il fait une déclaration. C'est la loi. C'est la politique. L'action suit. Et moi, je me réveille et je dis des choses. On me regarde et on dit, qu'est-ce que c'est? De quoi parle cet homme? Donc c'est la même rhétorique, c'est simple. Ils disent, pour parler de quelqu'un comme ça, il faut avoir de l'appréciation à son égard. Et cette appréciation envers M. Traoré est très évidente. Le Botswana est un pays très intéressant. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera prochainement si vous souhaitez. Le pays africain ayant la démocratie la plus longue, le Botswana est le deuxième plus grand producteur de diamants au monde. Et c'est au Botswana que vous trouvez des Khoisan, les San Bushmen. Vous connaissez le film de Les dieux sont tombés sur la tête. Ces gens-là, ils ont au Botswana. Faites-moi savoir si vous en pensez. Le Ghana reçoit des engins venant des États-Unis d'Amérique. C'est pas seulement le Ghana, le Bénin aussi en a reçu dans le passé. Est-ce pour objectif de détruire le Burkina Faso ou pas? Fallait-il accepter ou pas? La Russie débourse de l'argent aux jeunes femmes qui sont prêtes à faire des enfants. Ce nouveau déroulement, évidemment, a pour objectif qui sont très clairs dans l'avenir de la Russie. Mais ces choses qui généralement sont endogènes sont extrêmement critiquées par l'Occident. On verra ici pourquoi l'Occident critique la Russie pour avoir dégagé de l'argent dans l'objectif d'encourager les jeunes filles de faire beaucoup plus d'enfants. La Russie va payer de l'argent aux demoiselles russes qui feront des enfants. Pourquoi? Naturellement, la démographie russe est en baisse. Et il faut pour eux, dans ce moment très délicat, refaire la liste des vaillants jeunes hommes russes. Dans ce mouvement généralement intime, il y a eu beaucoup de langues étrangères qui se sont exprimées. On va essayer de voir et d'analyser ce qu'a dit l'Occident par rapport à ce que la Russie est en train de faire actuellement. Des critiques foudroyantes, mais que nous analyserons ensemble pour comprendre le but et l'objectif. On y va. Le paiement versé par la Russie aux jeunes mères alimente la polémique sur le taux de natalité. La nouvelle mesure accordant des allocations aux étudiantes enceintes, y compris aux écolières, ont suscité la controverse en Russie. Évidemment, le gouvernement encourage les jeunes femmes qui font des enfants, préférablement de moins de 25 ans, mais pas des écolières. La partie écolière a été rajoutée dans l'objectif naturellement de noircir le projet. Les détracteurs estiment qu'il risque d'encourager des grossesses chez les adolescents et qu'il vise à stimuler le taux de natalité en chute libre du pays. Le pays traverse un moment particulièrement difficile. C'est un pays grand. C'est énorme. Il y a assez de place pour beaucoup plus d'humains. Et ils jugent qu'il est important de faire beaucoup plus d'enfants. Et comme les gens naturellement ne le font pas, il faudra trouver un moyen de les encourager à le faire. Si vous faites un enfant et vous avez moins de 25 ans, vous avez certains critères dont on citera prochainement, vous recevez de l'argent venant du gouvernement. Y a-t-il un mal à se faire? Point d'interrogation. Depuis un temps, dans 27 régions de la Russie, les étudiants qui étudient en temps plein peuvent prétendre à des allocations uniques. Dans la plupart des régions, les femmes âgées de moins de 25 ans sont éligibles. Et les paiements, évidemment, varient d'une région à une autre. L'objectif, c'est d'avoir des jeunes. À 25 ans, on est jeune et on est prête. Et on produit la meilleure qualité des humains, d'après eux. Les paiements varient d'une région à une autre, mais dans de nombreuses zones, ils se lèvent à 100 000 roubles ou bien 1210 $. 100 000 roubles, 1210 $. C'est de l'argent, ok? Surtout pour ceux qui font des enfants. Enfin, vous faites des enfants et les papas disparaissent. Alors, vous avez d'abord un bout de chou et puis vous avez de l'argent sur comment, une structure, vous pouvez commencer, ça dépend de votre niveau intellectuel. Et puis d'ailleurs, même si on pourrait critiquer les 1200 $, combien de femmes et de jeunes filles font des enfants gratos? Pour l'interrogation. Un décret du ministre du Travail datant de février prévoit l'octroi d'allocations aux étudiantes enceintes dans le cadre de programmes régionaux visant à augmenter le taux de natalité. Évidemment, le pays est en guerre. Il est important et nécessaire qu'il en fasse les humains. C'est une façon de prévoir pour l'avenir. Et puis, ils peuvent se permettre de le faire parce qu'ils ont de l'argent. Secondo, ils ont le terrain. Regardez la taille de la Russie. C'est tout un continent. Il n'y a pas assez d'humains, bien qu'ils sont dans les centaines de millions, qui puissent occuper toutes les terres. L'une des raisons pour lesquelles on a pu faire ces attaques à court, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'humains partout. Donc, comme il n'y a pas assez d'humains et la terre est vide, il est facile que tout ce qu'il y a comme ennemi puisse entrer.
Les Européens critiquants disent que lorsqu'un enfant donne naissance à un enfant, ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une tragédie. Ça, c'est une diplomate européenne qui dit. Ils se servent de la naïveté des enfants comme un moyen de corriger les statistiques démographiques. Les Européens disent encore une fois que c'est une propagande en faveur de naissances précoces, soutenant l'objectif de Poutine de conquérir le monde. Le ministre du Travail Anton Krotiakov a déclaré en avril que ces paiements n'étaient pas pour le but d'encourager les grossesses précoces, mais de soutenir les jeunes mères en situation difficile. Imaginez votre pays vous donne de l'argent en situation difficile quand vous êtes en grossesse. N'est-ce pas génial? En Afrique, on ne donne pas ça, n'est-ce pas? L'Afrique du Sud est le seul pays africain qui donne de l'argent aux jeunes filles qui sont grosses. Parce qu'évidemment, on sait que les hommes sont des aventuriers. Généralement, les Noirs, quand ils te mettent, ils disparaissent. Écoutez, c'est clair, hein. C'est vrai. Regardez les jeunes blancs qui tombent enceintes. Ils se marient. Ah oui, hein. Faut pas me regarder bizarrement. Les jeunes blancs, généralement, bon, pas les Français parce qu'ils sont des Noirs comme vous. Les jeunes blancs, généralement anglo-saxons, quand ils tombent enceintes, 18 ans, 20 ans, 22 ans, ils se marient immédiatement. Ce n'est jamais. C'est presque impossible. On peut jamais dire jamais, mais la grande majorité, c'est pas comme ça. C'est chez vous, généralement, tu tombes enceinte, tu cherches la nouvelle victime. Alors, les Russes disent que les nouveaux paiements s'ajoutent au programme existant, notamment le capital maternité, un paiement introduit en 2007 qui était initialement accordé pour un deuxième enfant, mais qui ensuite a été étendu au premier-né. Les familles reçoivent désormais $8,340 pour leur premier enfant et $2,680 pour le deuxième. Une façon de vous encourager à faire des enfants et vous gagner de l'argent. C'est bête ou pas? C'est mieux que rien, non? Bon, pourquoi l'Europe critique? Pour l'interrogation. On va en Somalie. Les États-Unis ont catégoriquement refusé de soutenir financièrement la nouvelle mission de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Pour faire très rapidement, l'Union africaine fait des combats contre les El Shabab en Somalie. El Shabab ont pris le pays en asphyxiation depuis 1991, quand le gouvernement a perdu toute légitimité et toute force. Ils ont perdu le contrôle, ils ont perdu la finance, ils ont perdu tout ce qu'il y avait comme légitimité. Et avec ça, les El Shabab sont venus, ils ont poussé à travers plusieurs groupes, ils ont commencé à faire la sécurité, ils ont donné à la population, en tout cas dans une certaine façon, le soutien, la protection et certaines alimentations dont ils avaient besoin. Ceci évidemment a poussé qu'il y ait une certaine confiance attribuée aux El Shabab. Mais El Shabab a son agenda. El Shabab veut apporter la charia. C'est une loi pas facile du tout. Alors, à travers cela, ils ne se sont pas seulement arrêtés au Somalie, ils ont quelquefois fait des incursions au Kenya, finissant les gens dans des malls. Alors les Africains, à travers l'Union africaine, se sont mis ensemble pour aller combattre El Shabab. Mais en cela faisant, combien ont-ils cotisé? Absolument rien. Une délégation de hauts responsables de l'Union africaine s'est rendue à Washington cette semaine dans une ultime tentative d'obtenir un financement pour l'AUSOM. AUSOM, évidemment, c'est l'organisation qui va combattre contre El Shabab. Cependant, les responsables américains auraient rejeté cet appel, invoquant des inquiétudes quant à l'inefficacité opérationnelle et au manque de partage des charges entre partenaires internationaux. Les Américains disent, vous êtes inefficace au terrain, vous n'arrivez pas à gagner les combats, et secondo, vous ne participez pas financièrement. Donc nous ne sommes pas votre père pour vous donner de l'argent pour aller faire vos combats en Afrique, ça ne nous regarde pas. Trouvez vos propres solutions. Jusqu'à ce que d'autres partenaires africains et autres mettent de l'argent ensemble pour combattre El Shabab, nous ne sommes plus là. C'est du racisme ou pas? Lors d'une réunion tenue à Kampala le mois dernier, Washington a clairement exprimé sa position. Aucun financement américain ne serait engagé dans une contribution égale des autres donateurs et des réformes structurelles du mandat de la mission afin de mieux refléter l'évolution du paysage sécuritaire en Somalie. Alors, quelles sont les accusations? La mission sortante, parce qu'il y avait une mission déjà avant, aurait été confrontée à des graves déficits financiers dont près de $100 millions de salaires impayés et des dettes opérationnelles. Donc voilà, en d'autres termes, en français facile pour pas compliquer les histoires. 100 millions de dettes, des salaires impayés. C'est-à-dire, les grands pays que vous respectez financent, mais vous prenez l'argent, même l'argent des militaires, vous mangez. L'argent des logistiques, vous mangez. En fin de compte, vous rentrez aux États-Unis pour aller demander de l'argent pour quoi. C'est ça, les gens du sous-continent. C'est difficile. Vous savez, même si on peut dire que ces gens sont racistes, pourquoi vous leur donnez l'occasion de justifier leur racisme? Ça me dépasse. Ont-ils raison ou tort de dire, OK, on ne va plus financer votre histoire parce qu'on ne voit pas d'engagement, on ne voit pas de progrès, vous ne gagnez pas la guerre. Troisièmement, l'argent disparaît. Les soldats sont impayés. C'est difficile. El Shabab se finance grâce à l'extorsion, à la fiscalité et au contrôle du commerce et du charbon de bois. Donc, on passe dans chaque boutique, demander de l'argent, de sécurité, le commerce du charbon, il se finance ainsi. Alors, ont-ils raison ou tort? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Les Russes payent les femmes qui font un premier enfant et un deuxième. Il faut avoir moins de 25 ans. On ne veut pas les vieillardes. Non, pas du tout. Désolé. On estime que vos ovules ne sont plus, pas pour les soldats en tout cas, pas pour les généraux. Il y a les Africains qui gaspillent l'argent qu'ils reçoivent. 4 milliards est financé par l'Union européenne. 77 millions est financé par la Grande-Bretagne. Et 500 millions de dollars financés par les États-Unis d'Amérique. Les Africains, ils financent combien? Que dalle. En tout cas, très peu.
Très peu. C'est la même chose qui s'est passé avec la maison de l'Union africaine en Éthiopie. Les Africains n'ont pas mis de l'argent pour cotiser, se cotiser comme ça, ils ne peuvent pas. En fait, c'est incroyable. C'est quand il faut insulter qu'on a le pouvoir, on a l'engouement. On a la niaque quand il faut détruire la vie de quelqu'un. Mais s'il faut cotiser, c'est incroyable. Depuis Kadhafi, avec le satellite de télécommunications où les Africains étaient incapables de cotiser, il a fallu que Kadhafi donne 400 millions de dollars. Ensuite, leur demandant, vous mettez au moins 100 millions. Je sais que vous avez besoin de 500 millions. Moi, je vous donne 400 millions de mon argent. Sinon, ils étaient incapables de le faire. Vous savez, il y a un début et une fin à toute chose dans la vie. Tout ce qui a un début dans la vie a une fin. Voilà pourquoi il faut toujours essayer de garder ses pieds dans les normes, garder son être dans le sentier de la justice. Ali Bongo et sa famille ne sont plus au Gabon. Ils seront réfugiés désormais en Angola. Qui pensait qu'une telle chose arriverait un jour? On va découvrir pourquoi l'Angola. Ensuite, on va parler du procureur général de la CPI qui traverse un moment particulièrement difficile. Il n'a plus accès à son compte bancaire, il n'a plus accès à son email. C'est fini, sa vie est complètement détruite. Pourquoi? Parce qu'il a issu un mandat d'arrêt international contre le monsieur qu'on ne cite pas. On va le découvrir tout de suite. Vous savez, dans la vie, rien n'est permanent. Et il faut toujours s'apprêter. Il faut toujours être prêt. Il faut se disponibiliser. Il faut s'aligner surtout à la bonne circonstance. Quelqu'un disait que la vie n'était pas correcte, la vie n'était pas juste et que la justice n'existe pas vraiment. Okay? La justice, en réalité, n'est qu'une transformation de la loi du plus fort. Okay? Pour vous donner l'impression que vous avez aussi droit à certaines formes de justice, on parle de justice, mais est-ce que la justice vraiment arrive? Ou la justice dépend de celui qui est fort? Écoutez, le procureur général de la CPI traverse un moment absolument difficile. Je pense qu'il faudrait encore une fois renvoyer Robert Mugabe. Écoutez ce qu'il avait dit à l'époque. Nous n'avons pas signé le traité de la CPI. Le Zimbabwe a refusé. Nous avons dit non. Nous n'allons pas nous soumettre à une justice en dehors de notre pays. Pourquoi faire? Robert Mugabe le disait depuis très longtemps que la CPI c'était pour les Noirs. Okay, c'est une institution qui avait été créée, charpentée dans l'objectif d'incarcérer les Noirs qui étaient têtus contre le système. Ce n'était pas une machinerie équitable où tout le monde serait jugé. Avait-il tort de le dire? Eh ben, écoutez, les sanctions de Trump contre le procureur général de la CPI ont interrompu les travaux du tribunal. Incroyable. Le tribunal de la CPI, qui est un organe fondé par toutes les nations, entre parenthèses. L'objectif de cet organe même, c'était pour éviter que se reproduise ce qui s'était produit dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire de ces gens qu'on ne cite pas. Pour éviter que ça arrive, il fallait créer cet organe, plusieurs organes d'ailleurs, dans l'objectif de juger, de condamner ceux qui font du mal aux innocents. Mais je pense que Donald Trump vient de lancer un message clair à tout le monde, qu'il y a une loi pour nous et une loi pour vous. Aux yeux des États-Unis, la CPI n'a ni compétence, ni légitimité, ni autorité. Elle revendique une compétence quasi universelle sur les citoyens de tous les pays, violant ainsi tous les principes de justice, d'équité et de procédure régulière. Nous n'abandonnerons jamais la souveraineté américaine à une bureaucratie mondiale non élue et irresponsable. Le procureur général de la Cour pénale internationale a perdu l'accès à ses emails et ses comptes bancaires ont été gelés. Accès aux emails perdu, comptes bancaires gelés. Qui est derrière tout ça? On va découvrir. Les membres américains du personnel de la Cour, basé à La Haye, ont informé qu'ils s'étaient rendus aux États-Unis et qu'ils risquaient d'être arrêtés. Imaginez-vous, le procureur général de la CPI qui risque de se faire arrêter aux États-Unis pour avoir fait quoi? Pour avoir issu des choses contre un Américain ou les amis des Américains. Il n'a pas fait des crimes. Il a juste issu un mandat d'arrêt international à l'égard de quelqu'un. En vertu de quel pouvoir? Du pouvoir qui lui a été conféré par les nations. Les nations lui ont conféré un pouvoir. Au cas où une personne fait des choses que vous jugez à travers la loi sont néfastes à l'être humain, portez-lui justice. Et c'est à cause de ça qu'il risque d'être enfermé. C'est à cause de ça qu'il risque d'être arrêté aux États-Unis d'Amérique. Vivons-nous vraiment dans un monde juste? On va continuer. Sa situation de vie a complètement changé. En plus de ne plus avoir accès à ses emails, on va découvrir tout de suite pourquoi il n'a pas accès à ses emails et ses comptes bancaires. Certaines organisations non gouvernementales ont cessé de collaborer avec la CPI. Et les dirigeants de l'une d'elles refusent même de répondre aux emails des fonctionnaires de la Cour. Moi, je pense que c'est un message très clair qu'on est en train de montrer, lancer au monde. Il y a une loi pour vous et une loi pour nous. Là ne sont que quelques obstacles auxquels sont confrontés ces membres de la CPI actuellement. Maintenant, comment ça se fait qu'il n'a plus accès à son email? Il a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique quand il a dit que M. Benjamin Netanyahu et son général étaient des criminels de guerre et qui devraient être arrêtés. Il a issu un mandat d'arrêt international.
Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants, commis sur le territoire de l'État de Palestine à partir du 8 octobre 2023. Le même mandat qui avait été issu à Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce qu'on avait accusé Poutine de prendre des enfants de l'Ukraine et de les avoir déplacés illégalement vers la Russie. D'après Vladimir Poutine, ils avaient fait ça pour protéger ces enfants qui étaient russophones, qui étaient coincés entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire les Ukrainiens étaient devant, les Russes étaient derrière, les enfants étaient au milieu. Il fallait donc chercher un moyen pour les séparer, pour les emmener ailleurs. Ça, c'est la version de Vladimir Poutine. Et pour ça, on avait issu un mandat d'arrêt international contre Poutine. La Cour pénale internationale a émis 2 mandats d'arrêt dans le cadre de la situation en Ukraine contre Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et contre Maria Lvova-Belova, commissaire du président russe aux droits de l'enfant pour les crimes de guerre présumés ou la déportation d'enfants des territoires ukrainiens occupés vers la Fédération de Russie. Et les Américains avaient fait quoi à l'époque? Ils ont acclamé. Quelle est votre réaction au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine? Je pense que c'est justifié, mais la question est, nous ne le reconnaissons pas non plus au niveau international. Je pense néanmoins que c'est un argument très convaincant. Il a clairement commis des crimes de guerre. Merci. Alors, la même cour qui avait été célébrée, quand cette dernière, après l'accusation des États-Unis du pays qu'on ne cite pas, a été remplie, délivre un mandat d'arrêt international contre monsieur qu'on ne cite pas. Alors, le monsieur n'a plus accès à son email. Pourquoi? Parce qu'il a été sanctionné par les États-Unis. Après avoir été sanctionné par les États-Unis, qu'est-ce qui arrive généralement? Toutes les institutions qui sont connectées à vous se détachent. Donc, Microsoft, qui est une entreprise américaine, basée aux États-Unis d'Amérique, a coupé accès, bloqué le compte du monsieur email. Donc, il n'a plus accès à ses emails. Secondo, sa banque, qui est par exemple Barclays, enregistré aux pays occidentaux, en Angleterre, amis des États-Unis d'Amérique, aussi lui a bloqué accès à ses ressources, c'est-à-dire même l'argent qui t'appartient, tu n'as plus accès. Mohamed Kadhafi parlait des Nations Unies. Il disait que les Nations Unies, c'est de la merde. Pourquoi il disait ça? Comment ça se fait que pendant toutes ces années, il n'y a que 5 pays au Conseil de sécurité qui dirigent tout le monde? Et c'est eux qui décident pour tout le monde. Le préambule dit que toutes les nations, grandes ou petites, sont égales. Sommes-nous égaux s'agissant des sièges permanents? Non, nous ne sommes pas égaux. Le droit de veto contredit donc la charte. Les sièges permanents contredisent la charte. Nous n'acceptons ni ne reconnaissons le droit de veto. Avait-il raison de le dire? Parce que cette même CPI a été créée par eux dans l'objectif de protéger la population et aussi de remettre en question ou en cause chaque individu, quoi qu'il en soit, peu importe sa nationalité, pour des actes négatifs qu'il fait. Je vais vous montrer quelques photos des personnes qui sont passées à la CPI. Regardez. Et ça. Et ça. Et ça. Et ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Toutes ces personnes. Bon, à part un seul. Ils sont tous quoi? Africains noirs. Apparemment, la CPI a été créée pour les Africains. Quand un Africain fait un truc bizarre qu'on n'aime pas, et puis écoute, vous passez à la CPI. Les autres, bon, jamais. Bush, Tony Blair, ils n'ont jamais été à la CPI. Avec tout ce qu'ils ont fait en Irak, tout ce qu'ils ont fait en Afghanistan, le nombre de personnes qui étaient décédées. Ils n'ont jamais fait la CPI. Et d'ailleurs, il s'est marré disant, on a cherché des armes à destruction massive, on n'a jamais trouvé. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Y a-t-il une justice dans le monde où c'est du bobard? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à monsieur Khan, qui a été sanctionné? Tous les avoirs de Khan aux États-Unis ont été gelés. Des banques étrangères ont aussi été bloquées, ses comptes en raison d'influence financière des États-Unis. Khan et sa famille se voient interdits d'entrer aux États-Unis, ce qui pourrait compliquer ses réunions d'information au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, par exemple sur les affaires de la Libye ou de Darfour. Encore une fois, le Conseil des Nations Unies, le bureau est à New York. Et puis, toi, en tant que servant ou serviteur, travailleur des Nations Unies, légal, on te refuse d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il faut bouger le bureau des Nations Unies dans un autre pays. C'est-à-dire, on va rendre son boulot absolument impossible. Les entités qui coopèrent avec Khan risquent des sanctions américaines, ce qui entraînera la perturbation généralisée. Microsoft, une entreprise américaine, a supprimé la messagerie électronique officielle de Khan auprès de la CPI, invoquant le non-respect de sanctions. Khan utilise désormais
ProtonMail, un fournisseur russe pour ses communications sécurisées. Ok les amis, Ali Bongo Ondimba, le président gabonais ne plus au Gabon, enfin l'ex-président maintenant, il n'est plus président de la République. Depuis un temps, ça s'est passé très vite, n'est-ce pas? C'est comme ça dans la vie. Les choses passent très vite, ça change très rapidement, et il faut toujours être préparé. Voilà pourquoi quelqu'un me disait, en tout cas, l'un de mes mentors, qu'il faut jamais être trop confortable. Il faut jamais s'approprier une situation. Il faut jamais romantiser une situation. Il faut pas tomber amoureux d'une situation. Il faut toujours garder le cadre. Parce que les choses changent très vite. Pour une personne qui était au pouvoir pendant toutes ces années, après son père, jamais il ne s'était imaginé que ça arrivait. Je suis convaincu que quelque part dans sa tête, il se disait, je ferai comme mon père. Okay? Je resterai au pouvoir jusqu'au moment où je meurs. C'est évident parce que déjà quand il était malade, très malade, il n'avait pas intention de quitter le pouvoir. Et c'est ça. Je pense que c'est une leçon pour tout le monde. Rien n'est permanent. Monsieur Bongo et sa famille sont maintenant en Angola. L'ancien président gabonais Ali Bongo, renversé par un coup d'État en 2023, a quitté le pays et se retrouve désormais en Angola. L'épouse et le fils de Bongo, Silva et Noreda, étaient accusés de corruption et avaient été emprisonnés en 2023. Il y avait blanchissement de capitaux. Sylvia a été inculpée pour avoir prétendument participé à des opérations visant à dissimuler l'origine de fonds illicites. Elle a été accusée d'avoir bénéficié de biens et de fonds obtenus de manière illégale. C'est-à-dire que Sylvia Bongo était très impliquée quelquefois quand il y avait des marchés qui venaient d'ailleurs, tout ça. Et comme c'est la femme du président, elle demandait un petit morceau, quoi. Comme ça, on va peser de son poids pour, voilà, avoir le contrat. Les autorités gabonaises l'ont accusé d'avoir falsifié des documents, y compris, selon certaines allégations, des signatures présidentielles pour des décrets pendant la période où Ali Bongo était affaibli par l'AVC en 2018. C'est-à-dire que Sylvia Bongo, elle est forte, hein. Elle a signé le document au nom de son mari pour changer des directives, signer des décrets, c'est-à-dire des lois, tout ça. Évidemment, pour son bénéfice. Mon mari est malade, il faut que ça bouge, je signe en son nom. Noreda Bongo, un beau gars, regardez ce jeune homme, très beau, très élégant évidemment. C'est peut-être naturel ou peut-être pas, c'est peut-être l'argent. Vous savez, on dit l'argent lave aussi. Hein. Bon. Le petit avait beaucoup de chance, il est devenu fils du président. Je ne sais pas s'il est devenu, si on est, enfin bref. Il a aussi été accusé. Quelles sont ses accusations? Noreda, ancien coordinateur des affaires présidentielles, a été accusé des pratiques corruptives, notamment l'exercice de ses fonctions au sein du cabinet présidentiel. Coordonnateur présidentiel. En guise de quoi? Quelle formation? Quelles compétences? Je sais pas. Bon, certaines personnes disent on va choisir les gens de notre famille pour éviter de se faire empoisonner, éviter de se faire trahir. Enfin, est-ce une raison valide? Ou bien ça arrive seulement chez les Africains alors? Ce sont les Africains qui sont champions du traîtrise. Enfin, bref, il faut se poser la question. Pourquoi ça n'arrive pas chez les autres? Il a aussi été accusé d'avoir détourné une somme importante d'argent public avec des images diffusées par les putschistes à l'époque montrant des valises remplies de francs CFA prétendument saisis à son domicile. Donc le petit, il avait beaucoup d'argent à la maison, il se faisait la belle vie, quoi, avec l'argent des Gabonais. Enfin, bref, il y a un temps pour tout. Comme sa mère, Noreda a été accusée d'avoir participé à la falsification des documents officiels, notamment pour maintenir l'influence de la famille Bongo après l'AVC d'Ali Bongo. Alors, encore une fois, la leçon est simple. Il y a un début et une fin pour toute chose. Ne soyez pas trop attachés. Et ne pensez pas que vous êtes invulnérable. Personne ne l'est. La situation change quand vous y attendez le moins. Très rarement, vous avez des indices, présageant ce qui risque d'arriver. Souvent, ça vient à l'impromptu. God bless.